Jean-François Larieux, vous avez entendu tout ça. Vous, en tant que président de la Fondation Taylor, c'est une fondation, vous le savez, qui a un rôle d'action sociale extrêmement important. Vous voyez sans doute ce côté messianique presque de l'artiste, tel que Tom vient de le définir, mais vous voyez aussi les côtés noirs, mais vous voyez aussi les côtés brillants, mais oui. Vous êtes sans doute une des personnes qui a le point de vue, qui pourrait avoir un point de vue sociologique des plus larges, puisque vous voyez tout. Il y a effectivement cette interface entre la réalité, la réalité de la difficulté des artistes à vivre le jour, la difficulté de pouvoir s'exprimer. Pour s'exprimer, il faut un minimum de moyens de survie. Donc il y a effectivement cette réalité qui est grandissante, hein, cette grande difficulté à créer en France. Donc la Fondation Taylor, je vais vous, en quelques mots, je vais vous décrire un petit peu l'objet de notre fondation. Ça date de 1844. En fait, c'est l'origine du mouvement mutualiste en France, de notre sécurité sociale. Le baron Taylor qui avait fédéré tous les plus grands artistes du moment, Ingres, Delacroix, pour mettre dans un pot commun des moyens de façon à aider son prochain, les artistes qui étaient en difficulté. Donc ça, c'est l'origine, en réalité, de la Fondation Taylor, ce côté social, cette philanthropie, cette pure philanthropie, parce que de tout temps, les artistes ont toujours eu des difficultés. Il se trouve qu'à l'époque, les plus grands participaient à ce mouvement de philanthropie. En fait, cette fondation a bénéficié de dons. Parmi les dons célèbres, on a la famille de Rothschild et même tous ces grands artistes de la Croix-Ingres ont fait des dons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions de dons privés. En fait, ce sont essentiellement des dons d'artistes, de sociétés et de mécénats. Ce sont surtout des dons sous forme d'immobilier. Donc, nous sommes à la tête d'un patrimoine immobilier important, très conséquent. On a environ une centaine d'appartements et d'immeubles dans Paris et périphérie parisienne que l'on rentabilise, en fait, que l'on loue. Et les bénéfices sont redistribués intégralement au soutien artistique. La ventilation des moyens financiers, elle est faite selon 3 axes. Un axe de soutien à la création, donc c'est un don d'argent qui est proposé aux artistes qui soumettent leur dossier. Ensuite, on a une politique nous décernant des prix, des grands prix. Et ensuite, 3e volet, et puis là j'arrête sur la Fondation Taylor, après, oui, et on va revenir dans le sujet. 3e volet, ce sont des expositions qui sont organisées voilà, dans nos locaux. Je vous rejoins énormément. Serge Nicole, dans le fait de la technicité, maîtrise de la matière, la perception intelligente de l'œuvre, et pour moi, le chemin entre le métier d'art et l'artiste dans l'atelier est quasiment le même. C'est exactement le même processus créatif. La différence, c'est que j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup mieux structuré que nous au niveau des moyens de diffusion. L'artisanat d'art bénéficie de soutien que nous ne possédons pas en réalité, hein, pour la majorité des artistes. Je ne parle pas de l'art institutionnel dont vous avez dit quelques mots, effectivement, qui captent la majorité des moyens de diffusion. Mais bon, pour la grande diversité artistique, la grande richesse française, en fait, hein, qui représente 90% des artistes, des créateurs en France, les moyens de diffusion sont très peu. En fait, nous sommes très mal organisés. Alors, il y a une solution, Jean-François ? En quelques mots. Hein. En quelques mots, pour moi, la solution, c'est l'ouverture. C'est ne pas rester confiné dans son nuage artistique, dans sa suprématie d'artiste, mais c'est de se confronter à un joaillier, de se confronter
à un grand cuisinier, se confronter, parce que la confrontation se fait malgré vous, hein, à l'international. C'est-à-dire les gens qui vont vous acheter un tableau ou une sculpture ou une céramique, ils iront juste après acheter le sac Vuitton. Et donc on en est là, quoi. Non, mais ça, il faut le comprendre. Je comprends pas bien se confronter, ça veut dire quoi? Pardon? Je comprends pas bien se confronter. Se confronter, c'est oser accepter la réalité des choses, comprendre la réalité des choses. Ça permet de sortir de son atelier, ça permet probablement d'envisager de nouveaux horizons, de nouvelles façons de fonctionner. Alors ça ne règle pas non plus la question du statut. Ça vous indiquait la nécessité d'une curiosité. Le statut, la question du statut. Alors le statut, bon, il y a deux, selon moi, il y a un aspect totalement juridique et financier. Bon, c'est la sécurité sociale, c'est un statut. Mais la question de, par exemple, c'est un point de vue très personnel, le fait de rassembler divers corps de métiers dans un collectif, comment dire, de sécurité sociale, c'est une excellente chose, ça donne du poids et un levier politique, probablement. Mais ça règle en rien la question du réel, du statut professionnel de l'artiste. Ça règle en rien les moyens qui nous seront donnés ou que l'on sera obligé de mettre en œuvre pour assurer notre survie, notre promotion, le fait de pouvoir rencontrer du public, des collectionneurs. Les artisans d'art ont besoin de vendre comme nous tous. Ça règle en rien ce problème-là. C'est un autre sujet. Vous pouvez nous dire la nature des problèmes sociaux, des interventions sociales sur lesquelles vous agissez? Vous savez, dans la vie d'un artiste, je me rends compte, il y a des cycles. Il y a forcément des cycles. Il y a des hauts et des bas. Et on intervient dans le cycle bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe l'âge, hein, il y a des périodes où on est en grande difficulté et nous tentons tant bien que mal d'apporter une solution. Et parfois, ça peut être radical, une solution à ces problèmes financiers à court terme. On le fait également parfois pour des descendants d'artistes, des veuves, etc. qui sont. Bon, enfin, vous voyez, c'est vraiment la difficulté. Après, il y a la difficulté des jeunes artistes, manque de moyens. Beaucoup d'entre nous ont fait des petits boulots avant de vivre complètement de notre travail. Donc ce sont des compléments qui sont donnés, qui peuvent permettre d'avancer, de payer un loyer, de payer la maison des artistes quand... C'est Rémi qui... enfin la sécurité sociale. La sécu, oui. Et diverses charges, enfin voilà, ça c'est l'acte majeur. Plus une véritable, comment dire, alors on parlait de promotion tout à fait, enfin un véritable tremplin. Oui, à travers les expos. À travers les expos et les prix, oui. Parce que si je comprends bien, là, Jean-Marc, un artiste, pour qu'il ait ce statut, il faut qu'il vende ou il faut qu'il crée. Le critère de rentabilité, que ça soit au niveau, d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'on se rejoint avec, en tant qu'artiste des arts graphiques, plastiques et des artisans d'art, c'est que, justement, ce critère de rentabilité n'est pas un critère qu'on peut retenir quand on a un engagement d'artiste, enfin, quand on a un engagement d'une vie d'artiste. On n'est pas dans ce critère-là par rapport à l'ensemble du reste de la société où c'est vrai que le salaire ou les gains qu'on peut avoir quand on est chef d'entreprise ou autre, nous on a beau être des mini chefs d'entreprise où on peut être des fois parfois des salariés, ça arrive qu'il y ait des artistes qui sont salariés quand ils interviennent dans des lieux où il y a la possibilité du salariat, on est quand même loin de ce critère de rentabilité. On est dans l'engagement. En tous les cas, on est rentré de plein pied dans la deuxième partie de notre débat sur les idées reçues et le vrai quotidien des artistes. Je voulais simplement intervenir une seconde entre ce que disait Jean-François et Tom Charby tout à l'heure, finalement, parce que probablement dans cette double problématique, on se trouve au centre de notre question d'artiste et probablement d'artisan aussi, c'est-à-dire la nécessité intérieure qui pousse l'artiste à vouloir créer, à vouloir faire des choses avec la matière, avec la couleur, etc. C'est-à-dire cette authenticité qui était suggérée par Tom Charby. Et puis la question commerciale, la question
du statut, de la présence de l'artiste dans la société et de la diffusion de son travail. Puisque l'économique est soulevée, Myriam Delahoux, et si on parlait d'argent tous les deux? Enfin, tous ensemble, comment vous faites? J'ai démarré en tant qu'éducatrice, donc j'ai cette chance d'adorer donner ce que je sais. Et donc en tant qu'éducatrice, j'animais toujours les cours de modelage avec presque rien de connaissances. Et puis, mais j'ai toujours aimé créer, donc j'ai fait aussi donc, des formations dans les beaux-arts, en auditeur libre, parce que je faisais des enfants en même temps. J'avais une formation d'éducatrice, mais aussi de professeur de dessin. Donc j'ai toujours donné des cours de dessin. Et donc pour pouvoir donner ces cours chez moi, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant en centre, je ne gagnais pas suffisamment pour faire garder mes enfants. Donc on a créé une association, on s'est mis, donc c'est la DAPI, dans laquelle je donne encore des cours pendant une fois par semaine. Et donc on s'est mis en association plusieurs artistes. On ouvrait nos ateliers et donc ce que vous indiquez, c'est qu'il faut complètement s'adapter tout le temps. Bah, oui, en fait, donc, mais tout en voulant créer tout le temps. Donc, parce qu'un jour, je me suis réveillée avec plein d'œuvres chez moi et une amie qui m'a dit « Allez, viens, on va exposer ensemble ». Donc c'était en 86. Et aujourd'hui, j'ai acheté un atelier dont on a vu la photo ensuite, qui est un atelier... Là, voilà ce que j'en ai fait, mais voilà comment je l'ai eu. Et j'ai eu la chance, dans cet atelier, de découvrir plein de métal. Donc, en tant que céramiste, je me suis transformée en métallier, petit à petit. Donc, il faut énormément de formation. Formation permanente est extrêmement importante. Et ça, c'est bien parce que la Maison des artistes, aujourd'hui, essaye d'amener ça. J'ai toujours été aussi au syndicat des sculpteurs, qui m'a donné aussi des soutiens. Donc pour moi, ce qui est très très important, c'est d'être dans ces différents... J'ai toujours regardé la maison des artistes, Donc en fait, vous avez besoin des autres. Les métiers d'art. Mais oui, parce que les métiers d'art offrent des expositions à travers le monde. La Maison des artistes offre des conseils, le statut. Donc en fait, vous êtes une artiste heureuse. Hein. Non. Comment non? C'est pas facile d'être heureux. C'est toujours un balancier entre les deux. C'est-à-dire qu'on est assailli sous les contraintes de... Il faut porter les choses. Il faut trouver des expos. Il faut... non, madame, mais je veux dire, c'est pas évident. Je veux dire, on est tout seul. On en est tous là, on porte les choses. Il faut trouver des expos. Il faut trouver, en effet, des gens pour nous diffuser. Il faut souvent investir. Avant de le faire. On n'a pas souvent les moyens. On est souvent dans des moments où on ne joint pas les deux bouts. Donc moi, j'ai cette chance de pouvoir ouvrir mon atelier une fois par semaine à des élèves qui me donnent un fixe et qui me permettent souvent de régler mes factures. Agathe Saint-Giron, dites-nous tout ça. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Non, parlez-nous plutôt de ce qui marche. De ce qui marche. Donc, je suis plasticienne métal vert à la Maison des artistes et je suis bijoutière et verrier aux Ateliers d'Art de France, juste pour me situer en fait. J'ai la chance, moi, d'avoir fait une école de commerce. Alors, c'était d'abord un plomb parce que forcément, j'avais des lacunes monstrueuses au démarrage de ma carrière. C'était un choix dans le sens où je savais juste... c'était évident pour moi que je voulais être dans un atelier à trifouiller à longueur de journée outillage et matériaux. Malgré tout, la pression familiale a fait que j'ai fait une école de commerce et ça m'a énormément apporté a posteriori. Au démarrage, 5 ans d'école, ça m'a vraiment fait suer, mais c'était vachement intéressant et a posteriori, je m'en sers beaucoup parce que ça m'a conforté dans des domaines qui sont totalement inconnus, la déclaration des impôts, le statut, la gestion, la compta, la gestion du stock, des matériaux, la gestion des pièces confiées dans les galeries. Alors, je sais que je suis malgré tout pas un as de tout ça, mais en tout cas, j'en ai conscience de ce que c'est. Et j'essaie de le faire le mieux possible.
Justement, ce que tu évoques, quand on voit que dans la majorité des écoles d'art, effectivement, on y va pour apprendre de l'art, ok. Mais en dernière année, quand les étudiants sortent et ne sont pas armés tout simplement pour rentrer dans des métiers où un engagement qui est quand même pas évident. On voit, nous, avec la Maison des Artistes, Nathalie Mindre, la directrice, et ses assistants le font, et parfois, des fois, je les accompagne. On fait des informations, on fait des interventions, justement, parce qu'ils nous le demandent dans certaines écoles-là. Il n'y a aucune formation qui est prévue pour dire, voilà, vous allez sortir de l'école dans quelques mois, vous allez devoir voir avec votre statut social, avec votre statut fiscal, etc. On laisse les gens partir dans la nature, et nous, on voit à la Maison des Artistes arriver des jeunes artistes qui sont complètement perdus, qui au besoin se font avoir, notamment chez les graphistes, par exemple, les graphistes créateurs, qui notamment se font avoir parce qu'effectivement, on les arme pas pour la suite. Être artiste, c'est une chose, mais c'est aussi un métier. Et il y a des choses à savoir. Donc, on n'est pas dans... C'est ça, c'est que quelqu'un qui va dans un travail de salarié, bon, il y a le salaire, etc. Là, nous, on est des petits chefs d'entreprise où il y a besoin d'avoir simplement le b.a.-ba. Et les écoles qui devraient le faire ne le font pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui manque là. Effectivement, je te rejoins là-dessus. Et il faudrait craindre que les écoles auxquelles très souvent les artistes reprochent beaucoup de choses orientent aussi même cette partie des choses vers un certain sens. Alors, en tous les cas, Nicole Chrestou... Excusez-moi, oui. Juste un petit détail. Je voudrais dire en fait qu'on souligne depuis le premier colloque l'avantage magnifique, comme disait Dominique Régnier, que les artistes qui représentent l'élite et le commun pour les artisans, on souligne l'avantage que vont avoir les artisans à s'élever au grade d'artiste. Il faut quand même voir... C'est pas vraiment ça qui était dit. Bah, non, mais dans la conclusion de Dominique Régnier, non, mais c'est pas ce qui s'est développé au collège. Ce que je veux dire, c'est que d'une manière générale, pour le commun des mortels, l'artiste, c'est vrai que ça en jette. Un artisan, c'est plus commun. C'est une bonne question de jugement. C'est pas ce qui se dit ici, sinon on serait pas là pour se réunir. Mais d'une manière générale, c'est comme ça que c'est perçu dans la réalité des choses. Par contre, il faut aussi voir que on va énormément apporter à la Maison des Artistes et aux artistes d'avoir justement l'arrivée des métiers d'art et des artisans, tout simplement parce que, comme tu le disais à l'instant, ce sont des chefs d'entreprise, autant les artisans que les artistes, bien sûr, mais en l'occurrence, les artisans ont une pratique du terrain qui est concrète, parce que quand on est artisan déclaré, là, les charges sont tellement énormes qu'en l'occurrence, là, on n'a pas intérêt à souper du tout. Alors que pour les maisons des artistes, on a effectivement un soutien important parce qu'on a des charges beaucoup moins élevées. Donc voilà. Mais il faut voir aussi que c'est un avantage très, très important pour les artistes d'avoir l'arrivée des métiers d'art et dans cette fusion, en fait. C'est pas que les artisans qui vont être élevés à ce rang-là. Il y a un bel échange quand même. Que les artisans vont apprendre la rigueur aux artistes ? Peut-être alors, apprendre, on va partager, et les artisans vont se libérer et justement partager cette liberté d'expression que l'artiste a par essence. Voilà, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que l'équilibre est vraiment se fait et est parfait. Jean-François, et puis après vous, pardon. Oui, je voulais juste poser une question, ça rejoint un petit peu, merci beaucoup, ça rejoint tout à fait le débat. Juste une question, je voulais connaître vos critères en fait, Monsieur le Président, les critères en fait pour adhérer à l'Atelier d'art de France. Parce que, en fait, c'est la question piège, mais... Atelier d'art de France, c'est un groupe professionnel qui représente les métiers d'art en France. Donc oui. C'est la voix des professionnels. Nous avons fédéré ce secteur, oui. Fédéré les professionnels. Nous représentons 6000 ateliers aujourd'hui. Oui. Donc les critères, ou du moins les conditions, eh bien, il y a un groupe de professionnels, une commission, oui. Qui évalue le professionnalisme. Voilà, qui évalue le professionnalisme. Et ça, c'est multifactoriel. Il y a un élément de chiffre d'affaires, bien sûr. Il y a aussi la formation. Il y a toutes sortes d'éléments. La force de l'engagement, qui est un des critères également. Et donc, ça, c'est ce qui fait que nous pouvons revendiquer donc d'avoir constitué la voix des professionnels à travers ces critères-là. En même temps, nous pensons aussi à nos collègues débutants, et là, nous avons créé d'autres associations, d'autres groupes pour conduire nos collègues débutants vers le professionnalisme. Mais nous représentons les professionnels.
Donc apparemment très très structuré, effectivement, beaucoup plus professionnel. J'ai le sentiment. Est-ce qu'on peut dire du côté des artistes qu'il y aurait des professionnels, des débutants? Est-ce qu'une structure identique à celle-là pourrait exister, Rémi, Jean-François? Il y a la question de la professionnalisation et des professionnels est compliquée à définir et je pense que vous alliez nous aider à le faire. Tout ce débat le prouve. C'est pourquoi le statut, qui n'est pas véritablement un statut, mais qui est le fait d'appartenir et d'être identifié à la Maison des artistes, qui dote une réalité citoyenne, je peux dire, de l'artiste. C'est d'ailleurs la seule, à part la déclaration d'impôt. C'est la réalité citoyenne et sociale. Donc, la définition, c'est au premier euro perçu. C'est-à-dire qu'un artiste peut être d'une immense qualité. S'il n'a pas l'intention de se proposer sur le marché, de vendre son travail, il n'est pas nécessairement identifié à la sécurité sociale et pas nécessairement à la Maison des artistes. Sa qualité professionnelle peut être très grande, mais il n'est pas identifié socialement comme citoyen participant de l'économie. En revanche, s'il vend au premier euro perçu, il a l'obligation sociale d'être identifié à la Maison des artistes. C'est la seule définition qu'on puisse apporter aujourd'hui, et Gilles n'est pas là, mais est artiste celui qui se déclare artiste. Aujourd'hui, dans la définition, depuis 1917, depuis que notre cher Marcel l'a défini de cette façon. On a parlé. Hein. Voilà. Donc, depuis qu'il a dit que tout est art et que celui qui se définissait comme artiste a le droit de le faire, et il a tout à fait le droit, ça fait partie de sa liberté, eh bien, l'État, la société, reconnaît que celui qui désire vendre son travail peut être identifié à la Maison des artistes et lui a donné, grâce au combat des artistes plasticiens, et ça c'est très important de le rappeler, un statut social. C'est parce que les artistes plasticiens ont occupé le ministère de la Culture en 1975, c'est parce qu'ils ont occupé la rue Berryer à un autre moment, parce qu'ils se sont manifestés collectivement, qu'ils ont pu arracher à l'État ce statut social. Donc ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il a fallu arracher à la société un statut social particulier qui correspondait à nos professions. C'est-à-dire que nos professions sont fragiles parce que les artistes plasticiens ne sont pas des métiers comme les autres. Pourquoi? Parce que leur fonctionnement, c'est la poésie. Rémi, la poésie, Rémi, le cœur, et c'est difficile. Rémi, vous ne répondez pas à la question qui était donc, je répondais. Dans l'hypothèse d'un pont fait entre vos deux associations. Existera-t-il une... Non, mais y a-t-il une définition professionnelle de l'artiste? C'est très compliqué à donner, et c'est pourquoi j'ai fait cette petite digression qui nous a entraînés. Vous êtes habile en digression, voilà. j'avoue. On dit que c'est compliqué ces relations avec l'État, les papiers et tout. Apparemment, Nicole Crestou est assez forte. Oui, bonjour. Moi, je suis donc céramiste, je suis à la Maison des artistes et je suis aussi à Atelier d'Art de France. Et un des ponts entre les deux associations, c'est qu'il y a quand même un tiers des adhérents d'Atelier d'Art de France qui sont déjà à la Maison des artistes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, moi, je suis venue pour parler d'un lieu de diffusion en province et associatif, voilà, qui est un espace d'exposition qu'on pourrait... qu'on voit au début, voilà. Ça allait peut-être un petit peu vite. Je ne sais pas si vous pouvez revenir éventuellement. Voilà. C'est formidable, ça. Voilà, c'était une ancienne école, vous voyez, pour consacrer à des expositions donc céramiques. Mais c'est immense. Alors maintenant, il y a eu un nouveau bâtiment, comme vous le voyez. Donc, c'était cette association qui a réussi à obtenir ce lieu magnifique existe depuis plus de 40 ans. Donc, il y avait des expositions à la Borne, puisque c'est à la Borne dans le Cher, donc depuis plus de 50 ans. Et cette association, au départ, était cantonnée dans une ancienne école pour faire des expositions. Et le lieu étant devenu obsolète du fait des normes, des lois successives pour accueillir du public, après 15 ans de lutte, disons, de dossiers et d'efforts, on a obtenu la construction d'un nouveau bâtiment qui reçoit donc des expositions, mais aussi
donc qui est consacré essentiellement à la vente et à la diffusion des Alors œuvres comment d'art. vous faites pour lier les deux, votre propre travail Oui, je ne suis pas là pour parler trop de mon propre travail. Ce que je souhaitais expliquer, c'est que ce lieu, qui est dans un village où depuis le XVIIe siècle, il y a des céramistes et des métiers d'art, ce lieu n'a été obtenu que grâce à un projet culturel et grâce au fait que c'était la culture et l'art qui ont motivé et qui soutenaient, et la DRAC notamment, les artisans d'art, les céramistes, les artistes. D'abord, au départ, étaient ouverts, pas seulement aux céramistes, mais à d'autres arts. Et ils se sont toujours tournés vers la DRAC et pas vers la Chambre des métiers, en fait. Et donc le ministère n'est pas si méchant que ça. Donc, au fur et à mesure des 50 années d'exposition, il y a eu plus ou moins des soutiens, mais c'est un projet culturel qui a emporté, si vous voulez, l'adhésion des politiques. Et aujourd'hui, nous avons des résidences d'artistes. On a notre première résidence d'artistes, donc un artiste qui est accueilli, qui est financé, et l'atelier qui le reçoit, les artisans, les céramistes, les artistes céramistes qui le reçoivent sont aussi financés. Donc ce projet culturel a permis la construction et permet maintenant le fonctionnement de ce bâtiment, parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de rentrées propres pour un fonctionnement total. Donc l'enjeu économique est très très important dans un territoire rural, parce que ça a permis à la fois de maintenir des emplois, mais aussi d'en créer. Et il faut que, je pense, que les artistes fassent comprendre que le bénéfice économique aux partenaires institutionnels, et que ce bénéfice n'est pas uniquement pour les artistes. On peut même dire que ce n'est pas forcément les artistes qui tirent les profits principaux des expositions, et parce qu'il y a de réelles retombées économiques pour les gens qui travaillent pour nous. Bon, vous savez bien qu'on est obligé d'acheter des matériaux, mais il y a aussi tous les imprimeurs, les assureurs, les transporteurs, les éditeurs, etc., tous les gens qui travaillent autour et qui, eux, ont de réels intérêts à ce que ça fonctionne. Et dans un territoire rural, on fait venir des touristes, et évidemment les touristes ils consomment, etc. Et il faut dire que là il y a une centaine d'ateliers dans un rayon de 30 km. Et vous arrivez à avoir un propre travail avec tout ça qui semble extraordinaire? Bien sûr, il faut. Comment vous faites alors? Quand on est à la maison des artistes. Vous avez une combine pour les papiers, pour quand on craignez pas la paperasse? Peut-être que ça facilite la vie d'être associé à d'autres. C'est peut-être une solution, effectivement, l'association? Oui.